Bonjour, bonjour, bienvenue sur notre chaîne TMVL, Télémontargie Val-de-Loire. Comme on vous l'a promis, aujourd'hui on est avec Monsieur Notin. Monsieur Notin qui va justement, on va débattre, il va nous parler de ses projets pour les législatives justement. Bonjour Monsieur Notin. Bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter? Je suis Bruno Notin, je suis le candidat de rassemblement de la gauche, de la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui regroupe la France insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, dans la 4e circonscription. Voilà. Et moi je suis conseiller municipal communiste de Montargis et conseiller d'agglomération. D'accord. Et pourquoi le NUP aujourd'hui, en sachant que pendant les élections présidentielles, c'était un refus total? Non, il n'y avait pas de refus total, puisque nous, ça faisait déjà partie d'une résolution que les communistes avaient votée il y a 1 an, d'œuvrer pour un pacte d'engagement commun pour les élections législatives, avec la question du rassemblement qui était pour nous centrale aux élections législatives. Donc c'est des élections qui sont différentes. On a eu un candidat au présidentiel, parce que la présidentielle c'est une élection particulière, mais dès le départ, on avait de toute façon l'ambition d'avoir le rassemblement le plus large possible aux élections législatives. Et d'ailleurs, on a fait tous les efforts qu'il fallait. On est peut-être une des forces politiques qui a fait même d'ailleurs l'effort le plus important, parce que c'est nous qui avons le moins de candidats au niveau national dans la NUP. Donc on a vraiment fait tous les efforts qu'il fallait pour se rassembler. D'accord. Ça a toujours été dans les gènes des communistes que de rechercher le rassemblement à gauche. D'ailleurs, on avait soutenu Jean-Luc Mélenchon déjà en 2012 et déjà en 2017. On l'avait soutenu. Donc on est la seule force politique là qui peut dire que les 2 élections qui ont précédé la dernière élection présidentielle, on n'a pas présenté de candidat pour soutenir un autre candidat. D'accord. Et après les élections, pendant les élections, si vous êtes député, dans quelle commission siégez-vous? J'avoue que je me suis pas vraiment posé la question. Certainement, moi, les questions qui m'intéressent le plus, certainement celles des services publics ou des finances publiques, peut-être. Voilà, ça pourrait être ça. Mais à vrai dire, j'ai pas vraiment réfléchi à cette question-là. Quand il n'y aura plus que ça à résoudre, ça sera bon signe. Mais puis de toute façon, après, c'est des choses qui se font collectivement dans un groupe. Hein. Quand on est élu, on voit à peu près en fonction des intérêts, de l'expérience des uns et des autres. Moi, je ne me permettrai pas comme ça de dire, moi, c'est comme ça. Non, ça, on verra, vraiment, ça ne me préoccupe pas. Eh bien, on va parler de la santé, qui est un vrai problème dans notre circonscription. Aujourd'hui, dans votre programme, qu'est-ce que vous avez prévu au niveau de la santé, au fait? Je parle des employés de la santé, au niveau national, plateau médical, tout qui va avec. Au niveau national, nous, on veut un grand plan pour la santé en recrutant 100 000 personnes à l'hôpital public, médecins, infirmières, aides-soignantes, et 240 000 dans les EHPAD. On veut véritablement mettre le paquet sur la santé. C'est le grand oublié des politiques Macron, bien évidemment, mais d'autres politiques aussi. Hein, ça fait aussi partie du bilan catastrophique de Jean-Pierre Door, qui était un spécialiste des questions de santé. Et quand on voit aujourd'hui le désert médical, 25% des gens dans le Montargois n'ont pas de médecin traitant. On est aujourd'hui un des pires déserts médicaux en France. Donc nous, ce qu'on propose, donc déjà, revaloriser l'hôpital public, mettre les moyens humains en personnel, mettre les moyens matériels, investir pour rénover les hôpitaux, investir pour notamment les maternités, les urgences, les agrandir quand il faut, mettre du personnel. C'est également la question pour nous du 100% sécu, c'est-à-dire qu'on veut la prise en charge intégrale de toutes les dépenses de sécurité sociale pour les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se privent de certains soins, parce qu'il y a de plus en plus de déremboursements, la part qui revient aux gens est de plus en plus forte, et certains ne peuvent pas payer, ou alors il faut une mutuelle. Donc nous, on propose aussi d'intégrer la mutuelle à l'intérieur du 100% sécu. Donc comme ça enlève ce problème-là pour les gens. C'est également la question de notre hôpital, le CHAM à Amilly, qu'il faudrait faire passer comme le second groupement hospitalier de territoire. Il n'y en a qu'un dans le Loiret, c'est Orléans, et du coup, notre hôpital à nous est sous tutelle de celui d'Orléans, c'est-à-dire au niveau du budget, au niveau des décisions de gestion, au niveau de la politique qui est menée, eh bien c'est Orléans qui décide.
Et donc, et ça a vraiment été raté au départ, il faudrait un deuxième groupement hospitalier de territoire dans le Loiret, que ce soit l'hôpital d'Amilly. Ça lui donnerait plus grande autonomie de gestion, ça permettrait certainement de garder plus facilement ou moins difficilement le personnel, parce que du coup, il redeviendrait plus attractif avec une autonomie de gestion, etc. Parce qu'à l'heure actuelle, il subit comme la concurrence de Fontainebleau, de Melun, qui ont été, eux, particulièrement bien rénovés. Et du coup, il y a un certain nombre de personnels qui partent de l'hôpital d'Amilly pour aller à Melun ou Fontainebleau. Donc, il y a ce problème-là. Il y a aussi la solution du centre de santé publique municipal. Chalette a fait ce centre de santé publique municipal. C'est la seule ville de la circonscription à l'avoir fait. Ça marche très bien. Il y a plus de 6000 habitants de notre agglomération qui ont trouvé un médecin référent grâce au centre de santé public et des milliers d'autres qui, chaque année, y vont pour des consultations particulières. Voilà. Donc ça marche très bien avec des médecins qui sont salariés. Il y a le tiers payant systématique et l'interdiction des dépassements d'honoraires. Ce qui ne veut pas dire que pour nous, c'est la seule solution. Hein. Il y a aussi d'autres solutions qui existent, d'autres types de regroupements. Mais celui-là, en tout cas, il marche bien. Et ça leur a permis d'avoir des médecins, même si ce n'est pas simple aujourd'hui. Donc voilà, ça, c'est des grands axes. D'accord. Et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous avez parlé de M. Jean-Pierre Door, qui était quand même, qui a été député et qu'on dit souvent toujours proche de la population. Quand on écoute justement, c'est ce que les gens et même nous qu'on a constaté, parce que c'est quelqu'un quand même qui a fait, on va dire, dans son quinquennat de député, beaucoup de choses, je trouve. De toute façon, il n'est pas candidat. Oui. Il ne l'est plus. Son bilan, moi, je ne le trouve pas bon, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière d'emploi. Notre bassin, la circonscription a un taux de chômage bien supérieur à la moyenne nationale. Et à l'heure actuelle, le taux de chômage baisse bien moins vite qu'au niveau national. Beaucoup de précarité. On voit que des usines importantes ont perdu beaucoup de, ont cassé l'emploi. Que ce soit Ibiden, que ce soit Hutchinson, il y a des ateliers qui ont fermé. Il y a eu des batailles pour l'emploi chez Sanofi, chez Hutchinson. On n'a jamais vu le député proche des salariés à ce moment-là. Le tissu industriel s'est quand même affaibli dans notre agglomération et dans notre circonscription aujourd'hui. Donc tout ça, ça fait un bilan qui quand même, les services publics se dégradent. On voit les nombres de commerces qui ferment dans un certain nombre de petits villages. Alors, tout ça n'est pas entièrement de la faute d'un député. Hein. Ce n'est pas lui qui a tous les pouvoirs. Je ne veux pas dire des choses... je ne veux pas dire des choses qui seraient caricaturales. Mais en tout cas, il a fait des choix politiques, Jean-Pierre Door. Moi, je me suis souvent opposé à lui au conseil municipal sur la nécessité d'augmenter les dépenses publiques. Il m'a toujours dit... Ça a toujours été sa réponse, et là-dessus il est constant, qu'il fallait baisser la dépense publique, et notamment en matière de santé, on a vu ce débat-là, c'était d'abord une question de réorganisation du système de soins. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas qu'une question de réorganisation, c'est une question de moyens. Quand on ferme des lits, quand on ne recrute pas le personnel suffisant, quand il manque des centaines de milliers de personnels dans les hôpitaux à l'échelle du pays, eh bien, on ne peut pas inventer les choses. Il faut des moyens, il faut recruter, il faut réouvrir les lits, il faut tout ça. Et ça, c'était pas la stratégie de Jean-Pierre Door. Il me semble qu'il vient juste de décrocher quelqu'un, un réfugié politique ukrainienne, aujourd'hui pour l'hôpital d'Amilly. Qu'il vient de Qui vient de recruter à l'hôpital. Oui, mais ça, ils en recrutent tous les jours. Et puis, il y a aussi des départs tous les jours. Je ne pourrais pas vous répondre précisément là-dessus. D'accord, non, mais c'est juste pour préciser que quand même... Je peux vous dire que au CHAM, aujourd'hui, la situation, elle n'est pas si évidente que ça. Même si le personnel, c'est lui qui a tenu à bout de bras cet hôpital, dans des conditions difficiles. Ça nécessite en France tout un système de réorganisation. Après, le tout, c'est pas de pouvoir recruter une personne là, une autre ailleurs. C'est quel choix politique on fait globalement au niveau du pays. Quel choix politique? Je pense que les choix politiques, mais ceux de Macron et de M. Blanquer sont à peu près les mêmes. Hein. Il y a une continuité en la matière. C'est moins de dépenses publiques, faire des économies. Si on recrute trop de médecins, c'était le discours pendant toute une époque. Si on recrute trop de médecins, les gens vont aller se faire soigner pour un rien. Voilà ce qu'on disait. Comme si les gens, s'il y avait trop de médecins, ils allaient comme ça, ils s'ennuient, donc ils vont chez le médecin un jour. C'est complètement idiot comme type de raisonnement. On n'a pas recruté suffisamment de médecins, on a voulu faire des économies sur les dépenses de santé, sous couvert de rationalisation, et puis on n'a rien anticipé. Puis aujourd'hui, on est complètement dépassé. Et je rajouterais même que l'âge moyen des médecins
dans notre circonscription est très avancé et qu'il y en a beaucoup qui vont partir en retraite dans les années à venir. Et également, l'âge moyen du personnel à l'hôpital d'Amilly, il était de 42 ans en 2019, 42 ans en 2020, 51 ans en 2021. C'est-à-dire que là aussi, le personnel qui vieillit, il va falloir renouveler, il va falloir embaucher. Donc on est vraiment aujourd'hui dans une situation difficile, et s'il n'y a pas des choix politiques que nous pensons, nous, clairement de gauche, qui mettent la priorité sur la dépense publique et qui dit où elle va chercher l'argent, où on doit aller chercher l'argent pour pouvoir augmenter la dépense publique, eh bien on n'y arrivera pas. Il faut faire des vrais choix politiques au niveau national. Très bien. Et là, on va parler des quartiers. Les quartiers dans l'agglomération, vous les connaissez bien? Oui. Non? Vous pouvez m'en citer quelques? Les quartiers dans l'agglomération? Oui, Où c'est à Montargis et Chalette? Priorité, oui. Ah bah, moi, les quartiers où je suis le plus souvent, c'est les quartiers de Chotan, c'est les cités. Très souvent, encore la semaine dernière, j'étais à Delade de Tassigny, à Kennedy, rue de la Pontonnerie, etc. C'est le quartier de la Chaussée, qui est un des plus grands quartiers populaires de l'agglomération. Hier, j'étais à La Folie, à Chalette. L'autre jour, j'étais à Victor Hugo, quartier de Chalette, Vésines. Oui, je peux vous en citer plein. Oui, j'y passe. Et aujourd'hui, comme vous allez là-bas, la réalité des quartiers, vous devez les connaître. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? À quel niveau? Dans tous les niveaux, dans l'insalubrité des logements, les jeunes qui n'ont pas de formation, qui restent toute une journée au quartier parce qu'on les propose rien. Vous, qu'est-ce que vous avez prévu dans votre programme pour ces jeunes-là et les habitations? Ces quartiers aujourd'hui sont complètement oubliés. Voilà. Alors, pas de la même façon. Par exemple, je pense qu'à Chalette, on voit que dans le logement social, les choses se passent mieux qu'à Montargis. Parce qu'il y a quand même une mairie qui pousse. Je vois par exemple au niveau de la propreté, je vois au niveau des... Hier j'étais à la Folie, à Arago, il y a des installations qui ont été mises en place par la mairie, il y a des jeux pour les enfants, il y a des choses, c'est quand même mieux. Je vois, si vous prenez par exemple Kennedy, le côté Chalette, il y a un terrain de sport, il y a des bancs, on voit, il y a des jeux pour les enfants, la population se réunit. L'autre jour, j'ai discuté avec plein de gens, ils étaient là dehors, côté de Montargis, il n'y a rien qui a été fait. Donc on voit bien que c'est pas les mêmes politiques. Après, globalement, si on prend les choses au niveau des politiques nationales, parce que là on parle des politiques de l'emploi, etc. Eh bien oui, c'est des quartiers qui sont dévastés par le chômage, par la précarité, beaucoup de jeunes qui sortent du système scolaire sans formation. Il y a le système à ce niveau-là est défaillant parce qu'il n'y a pas de filet de sécurité pour leur proposer de nouvelles chances, pour leur proposer des formations. Ça manque d'éducateurs. Par exemple, quand il y a quelques années, la droite au conseil départemental avait décidé de supprimer les postes d'éducateurs de rue, ça a fait très très mal parce que si sur l'Orléanais, une association a pris le relais, ça n'est pas le cas à Montargis. Donc on n'a plus d'éducateurs de rue, il n'y a plus ce suivi. Et puis il y a toute la question de la, comment dire, des incivilités, des fois des tensions entre voisins où on voit qu'il n'y a pas les systèmes, il n'y a pas les choses qui sont mises en place pour donner des réponses concrètes. Alors des fois des problèmes du quotidien peuvent prendre une importance considérable et ça pourrit la vie des gens, quoi. Ça pourrit la vie des gens. Il y a aussi, donc, dans les quartiers aujourd'hui, il faut investir massivement. Il faut rénover les logements. Il y a trop de logements dans le Montargois qui sont en très mauvais état. Je prends par exemple le logement à Chotan. On prend par exemple Avenue de Lattre, à Kennedy, etc. Des logements qui sont vraiment en mauvais état. Il faut les rénover. Une rénovation thermique de qualité qui permette de baisser les charges sociales, les charges locatives, le chauffage, etc. pour les locataires. Il faut y mettre des maisons de quartier, des lieux où les gens se rassemblent, puissent parler, des maisons des jeunes, qui soient vraiment en plein milieu des quartiers. Avec une salle qu'on peut prévoir, voilà, les jeunes, ils en font ce qu'ils veulent, ils gèrent ça. Il y a en même temps des salles de réunion pour les parents, etc., pour les adultes. Il faut des éducateurs dans les quartiers. Il faut que l'État mette les moyens dans les écoles. Il faut qu'il y ait plus d'instituteurs, des classes avec moins d'élèves. C'est tout ça qu'il faut faire aujourd'hui dans les quartiers. Et mettre le paquet sur l'emploi et la formation. Et c'est pas ce qui est fait. Voilà, c'est les grands oubliés. Le taux de chômage est exponentiel. Dans les quartiers populaires à Montargis, vous avez des taux de chômage qui dépassent allègrement les 30 à 40%. Très bien. Et avec ça, donc comme vous l'avez constaté, dans votre programme, vous avez quand même prévu un projet que pour les jeunes. Ah bah oui. Des quartiers prioritaires. Ah oui. Très bien. Oui, ça fait partie. Il y a tout un volet là-dessus. Il faut rénover toute une série de quartiers. Les quartiers prioritaires, il faut mettre les moyens
sur la rénovation des logements, sur les éducateurs, sur l'éducation, remettre des écoles, remettre du service public au cœur des quartiers et impliquer au maximum les habitants dans la gestion des choses. Il faut qu'ils soient entendus, les habitants. Quand on rénove dans un quartier, il ne faut pas faire descendre un projet tout cuit d'un cabinet d'experts. Il faut venir sur le terrain, il faut écouter les gens, il faut faire avec eux quelles sont leurs priorités, comment ils voient les choses. Voilà, je pense qu'en plus, dans les quartiers, franchement, il y a plein de jeunes qui ont plein d'idées. Ils ont plein d'idées, ils sont impliqués, ils sont vifs, ils sont intelligents, mais à un moment, ça bloque, quoi. Il n'y a pas de possibilité de faire les choses. Très bien. Et pour le commerce, aujourd'hui, on voit que les commerçants souffrent. Quel projet vous avez pour le commerce au niveau des commerçants pour qu'ils puissent... Par rapport à l'agglomération ou en général? À l'agglomération. Par rapport à l'agglomération, de vivre de leur travail. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire à Montargis, au niveau des commerces, ça ne va pas. Bah, au niveau des commerces, ça ne va pas. Aussi, d'abord parce que les gens ont des salaires qui ne leur permettent plus trop d'aller acheter. Aujourd'hui, on en est quand même à des gens qui sont obligés de calculer pour l'essence. Hier, j'étais chez une personne, il travaille à 60 km, c'est un chalétois, pardon, un chalétois qui travaille à 60 km de son domicile, c'était quasiment 260 à 270 € par mois d'essence. Donc il me dit déjà, il y a plein de choses sur lesquelles je suis obligé de me priver. Donc aujourd'hui, on voit bien que la question de bloquer le tarif des produits de première nécessité comme l'eau, l'électricité, le gaz, en baissant la TVA et en bloquant l'augmentation des tarifs, c'est une priorité. Pardon. Il faut augmenter les salaires. Si les gens ont de meilleurs salaires, nous on veut le SMIC à 1 500 € net, et une augmentation qui suive derrière des salaires. On veut aussi des retraites à 1 500 € net quand elles sont pour une carrière complète, et 1 063 € de minimum vieillesse. Donc on veut augmenter le pouvoir d'achat des gens. Ça, c'est le rôle du député, ça? Ah bah le député, c'est ça qui va voter à l'Assemblée. D'accord. Le député à l'Assemblée, parce que les lois qui vont arriver, qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va se battre pour qu'on ait une loi pour augmenter le SMIC, par exemple? Par exemple, le point d'indice des fonctionnaires, est-ce qu'on veut l'augmenter ou est-ce qu'on ne veut pas l'augmenter? C'est tout à fait le rôle du député, demain, de voter ou pas l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, qui est gelé. Ça, les gens ici ont un pouvoir d'achat qui est misérable. Les salaires sont trop bas, ils sont bien plus bas que la moyenne nationale. Donc si les salaires sont trop bas, bien évidemment, qu'est-ce que vous voulez que les gens ils aillent acheter? Ils ne vont pas dans les commerces, ou alors dans les commerces les moins chers, et puis ils sont obligés de rationner au quotidien. C'est la pauvreté qui fait que le commerce ne fonctionne pas. Alors après, c'est sûr qu'il y a eu des extensions avec des zones à Antibes, etc. La question du centre-ville, si on parle du commerce à Montargis, c'est aussi la question du logement social en centre-ville. Hein, c'est ce qu'avait dit le rapport du gouvernement avant au début de la mise en place du projet Action Cœur de Ville, qu'il fallait de la mixité en centre-ville qu'il n'y a pas et qu'il n'y a toujours pas, qu'il fallait du service public, qu'il fallait tout ça. Si vous n'avez pas tout ça dans des villes, elles ne sont pas attractives. Donc les gens ne viennent pas. Et donc les gens qui auraient peut-être plus de pouvoir d'achat aujourd'hui, dans une ville où il n'y a pas de médecins, où les services publics sont mal en point, où il n'y a même pas de train entre Montargis et Orléans, où on est quand même enclavé, où beaucoup sont obligés de travailler à Paris, tout ça, ça ne facilite pas les choses. Alors oui, j'entends bien qu'il y a la question la question du commerce, on ne peut pas la prendre à part. Elle est globalement, oui, il faut augmenter le pouvoir d'achat, augmenter les salaires, parce que c'est aussi la question que les gens ne réclament pas des aides sociales. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vivre dignement de leur travail. Et que quand on bosse, on puisse avoir un salaire qui permette de subvenir à ses besoins essentiels, comme être bien logé, pouvoir se soigner, l'accès à la culture, etc. Très bien. Et les candidats que vous avez aujourd'hui en face, comment vous les trouvez? Les candidats? Comment vous les trouvez? Sur le fond. Oui. Moi, je suis le seul candidat de gauche. Donc, j'ai face à moi des candidats de droite. Je vous dirais que M. Blanquer, c'est un touriste, c'est un parachuté. Il n'a aucune idée neuve pour la circonscription. Il ne fait que reprendre le travail des autres. Il trouve, lui, il met en avant le thème de la santé et un établissement d'enseignement du supérieur. Oui, c'est ce que nous on dit depuis 20 ans, mais c'est bien après tout, hein, si tout le monde reprend. Moi je me rappelle au début, on était les seuls à parler d'IUT dans le Montargois, les seuls. Personne ne parlait d'enseignement supérieur, aujourd'hui tout le monde en parle. C'est tant mieux. Mais pourquoi Jean-Michel Blanquer, élu député, ferait ce qu'il n'a pas fait en tant que ministre?
On n'a pas vu le gouvernement Macron développer des antennes d'enseignement supérieur dans les villes moyennes comme Montargis, bien au contraire. Ils ont réduit les moyens des universités. Les étudiants aujourd'hui en situation précaire sont de plus en plus nombreux. On manque de profs, on manque d'heures d'enseignement. L'université française est dans un état absolument déplorable. Et là, le député Blanquer, là-dessus, vient nous expliquer qu'il pourrait... Bon, j'y crois pas beaucoup qu'il viendra mettre demain, pour installer des établissements d'enseignement supérieur ici, parce que ce ne sera pas la logique de son gouvernement qui veut toujours contraindre la dépense publique. Et pareil, il dit en matière de santé, bon bah ils avaient tous les leviers, ils ont fermé des lits d'hôpitaux, ils viennent nous dire qu'il va demain, en tant que député, il va résoudre des problèmes de santé. Donc Jean-Michel Blanquer, c'est une marionnette de Macron. Et après, je dirais, Monsieur Ménager, c'est l'imposture sociale du Rassemblement national. Il essaie de se faire passer pour un défenseur des services publics, des petites gens, etc. Alors que le programme du Front National, le programme de l'extrême droite est un programme antisocial sur plusieurs points. Par exemple, quand il parle d'augmenter les salaires de 10%, en fait, c'est sous forme de baisse de cotisation sociale patronale. Ça veut dire moins de rentrée d'argent pour la Sécu, c'est-à-dire moins d'argent pour nous soigner. Ça veut dire que c'est nous qui devons nous payer indirectement cette augmentation de salaire. Pareil, Marine Le Pen est contre l'augmentation du SMIC. Ses députés européens ont voté contre la loi qui voulait remettre en cause le secret des affaires, donc ils veulent maintenir le secret des affaires. On voit que le Rassemblement national dit qu'il faut baisser la part de la dépense publique dans la richesse nationale de 55 à 50%, ce qui est considérable, ça ferait beaucoup d'argent en moins pour le service public. On voit également que quand nous on faisait grève contre la réforme Macron des retraites, Marine Le Pen a dit qu'il fallait envoyer l'armée pour dégager les rues. Donc on voit bien de quel côté se situe le Rassemblement national. Il ne défend pas les petits, il fait semblant d'eux. Je suis de votre côté, je vous comprends. Et pour essayer de masquer les choses, c'est que sur le fond, le Rassemblement national, c'est un parti raciste qui défend la préférence nationale. Ça veut dire préférence nationale en matière d'accès à l'emploi, au logement, aux prestations sociales. Nous, à gauche, on appelle ça un système d'apartheid. On ne voit pas pourquoi quelqu'un, parce qu'il n'a pas la nationalité, pourrait être viré comme ça de son logement, ou alors ne devrait pas avoir accès à tel type d'emploi, surtout qu'en général, il y a certains secteurs, on est bien content de trouver des étrangers qui font un travail souvent très dur, souvent très mal payé. Pareil, on va leur dire demain, on va rendre plus difficile la naturalisation et le regroupement familial. Donc un travailleur étranger, il vient, il travaille, il paie des impôts, puis il se tait. Il n'a même pas le droit de faire venir sa famille. C'est contraire à toutes les valeurs de la Constitution française. C'est contraire à tout ce qui fait qu'on est le pays des Lumières. C'est contraire à toutes nos valeurs de gauche, d'humanisme, etc. Et en plus, on sait très bien que les travailleurs étrangers en France rapportent plus qu'ils ne coûtent, s'il faut raisonner comme ça, parce qu'ils paient des impôts, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils paient des impôts. Voilà, on ne peut pas accepter ce programme-là. Si on fait ça demain, c'est quasi... Vous imaginez l'état de la société française? Ça serait un état de tension dans des quartiers, etc. Ça rendrait On ne peut pas mettre en place ça. On ne doit pas le mettre en place. Et aujourd'hui, Monsieur Ménager, il avance sans dire la réalité de son projet. Il n'est certainement pas un projet social et c'est un projet raciste. D'accord. Et maintenant, si jamais vous sortez en troisième position, vous appelez à soutenir qui parmi les partis? Ah, mais on verra à ce moment-là. On verra, moi je ne sais pas, on en discutera entre nous à ce moment-là. En tout cas, de toute façon, il est déjà clair qu'on dira pas une seule voix ne doit aller à l'extrême droite. Ça, c'est clair et net. Jamais nous nourrirons la moindre ambiguïté là-dessus. Mais on n'en est pas là. On verra. Nous, aujourd'hui, il y a un sondage qui montre qu'on est à 1% du deuxième tour. Donc nous, on pense qu'on peut aller au deuxième tour. On est à 1%. Il faut que les gens de gauche soient mobilisés. Voilà, pour ne pas revivre le scénario de la présidentielle. La gauche, elle est rassemblée, c'est historique. Un candidat par circonscription, avec un programme partagé. Et ça nous donne des chances ici. On l'a vu, on est à 1 point de M. Blanquer. Et on sait que notre électorat, c'est celui qui participe le moins, qui se mobilise souvent sur la fin de campagne. Et on essaie de faire tout ce qu'il faut pour le mobiliser. Très bien. En tout cas, M. Notin, nous, on vous remercie. Et on vous souhaite vraiment bonne chance pour les élections législatives. Et merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci toujours sur TMBL, Télémontargis Val de Loire. C'est comme ça se passe. Merci.